Vous informer. Bon après-midi à tous. Il y a 24 ans, mouraient à Kinshasa des chrétiens en pleine marche qui ne demandaient mieux qu'une réouverture de la conférence nationale souveraine où les forces, les forces publiques ont bien évidemment réprimé par les sangs certains Congolais. Alors que devient cette journée? Est-ce que les nouvelles générations pensent à ces gens-là? On pose une question historique, on se retrouve. Juste, suivez. D'accepter un grand débat de société. La conférence nationale souveraine était l'espoir de tout un peuple. Chaque Congolais était convaincu que par ces forums, l'ordre ancien, le mouboutisme dégradant, allait céder la place à un nouvel ordre constitué de la nouvelle élite, prête à lancer le Zaïre sur la voie du développement. Lancés avec détermination, les travaux de la CNS furent arrêtés avec force par Mobutu à travers sa main d'exécution, appelé Jean-Gonskar Libond. Toutes les forces juives de la nation se mobilisèrent pour contraindre le vieux maréchal à revenir sur sa décision. Et les chrétiens prirent alors la grave décision de marcher contre la volonté du pouvoir en place. Ce fut l'un des rares moments dans l'histoire de la RDC de voir le prêtre en soutane aux côtés des pasteurs et autres hommes de Dieu, symbole de la prière à main, marcher pour exiger la réouverture d'un forum considéré comme dernier espoir pour un peuple complètement clochardisé par un système. La milice de Mobutu, réputée pour sa gâchette facile, n'hésita pas à tirer sur les marchands paisibles et sans défense. Voilà vos martyrs de la démocratie. 24 ans après, les politiciens congolais se comportent de la même façon. Ils changent de camp et de partis politiques, mais seul leur positionnement et intérêt comptent. Le pauvre peuple voit les jours passer et son bonheur toujours chimérique. Certes, la démocratie a marqué des points aujourd'hui avec une constitution pluraliste et une centaine de partis politiques, mais la misère contre laquelle les chrétiens s'étaient levés est toujours présente. Qu'est-ce que nous avons fait de tous ces morts du 16 février 92? Qui connaît leur famille? Où est leur monument? Cette date fait curieusement l'objet de plusieurs récupérations des uns et des autres, jetant à l'oubli les vraies raisons qui avaient conduit notre peuple à verser de son sang pour braver Mobutu et ses milices de la mort. À l'instar des autres fonctionnaires, les agents et cadres de SCTP Ex-Onatra ont été chacun à son poste de travail malgré les intimidations de certaines forces de l'opposition. Pour eux, cette journée n'est pas une journée fériée, mais plutôt une journée de travail et un travail rentable. Regardez. J'ai pas peur. Je suis au poste parce que le gouvernement de la République a bien renseigné que la journée d'aujourd'hui n'était pas une journée fériée. J'ai répondu favorablement à l'avertissement du gouvernement qui dit que la journée d'aujourd'hui est bel et bien une journée ouvrable. Je suis venu travailler. J'ai même bravé la peur des menaces que nous avons sur les réseaux sociaux. Et tout simplement parce que cette adhésion n'est pas une adhésion spontanée. Ici, le conseil que moi je peux donner à ces gens, des gens qui passent des messages menaçants sur les réseaux sociaux, c'est de dire qu'ils sont en train de plutôt ternir les initiatives qu'ils prennent. Lorsqu'ils prennent une initiative, ils doivent laisser les gens adhérer spontanément. Mais si, au-delà de l'initiative qu'ils prennent, ils ajoutent les menaces, au départ, déjà je n'accepte pas comme une menace. Heureusement qu'il y a beaucoup de gens qui n'acceptent pas ces menaces-là. Nous sommes les travailleurs de l'État d'abord. Nous, on est dans une entreprise commerciale et que pour avoir la rémunération, il faut venir travailler. Alors nous, on essaye de venir, malgré qu'il y a un problème de transport. Mais je constate qu'il y a plus de peur que de mal. Nous sommes quand même venus travailler au service de l'État. Chez nous, normalement, ce n'est pas la journée morte. Moi, je suis venu au boulot, je suis dans mon bureau, je suis travailler. Il n'y a rien là-dessus. Je suis venu parce que je suis syndicaliste. En tant que syndicaliste, je suis derrière un dossier de frais funéraires. La promesse qui m'a été donnée, c'est aujourd'hui qu'on doit débloquer de l'argent pour qu'on enterre
notre collègue agent. Je suis fidèle à mon poste. Je dois travailler pour que j'apporte un peu du pain là le soir chez mes enfants. Ils n'ont pas été les seuls à travailler. Double cérémonie ce mardi 16 février à l'hôpital général de Kinkole dans la commune d'Nsele, où le Premier ministre Matata Ponyo Mapon a lui-même posé la première pierre de construction d'un de 4 entrepôts informatisés pour la conservation des vaccins. Ensuite, le chef de l'exécutif central a remis officiellement 46 ambulances médicalisées et 16 jeeps à l'équipe technique du PEV pour la supervision de vaccination. C'est un élément de Souzi Kibira Omar que vous retrouverez certainement dans nos éditions des 19h. Parlons aussi de cette remise et reprise déjà le lundi à la mairie de Kolosi dans le Lolaba. Le nouveau maire de la ville a promis de travailler pour la révolution de la modernité telle que prônée par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Suivez cette correspondance. Ils sont révoqués par le vice-premier ministre et ministre national de l'Intérieur et Sécurité Évariste Bochab. Dans une lettre officielle rendue publique le 13 de ce mois, dont une copie est parvenue à la presse locale, les motifs de leur révocation n'est pas évoqué. 8 ans à la tête de la ville de Kolosi, Charlotte Tumenjinga et Deoda Kapenda, très respectivement maire des villes honoraires et maire des villes adjoints, évaluent positivement leur bilan sur tous les plans. Hier, ils ont cédé les trônes du pouvoir à Madame Opite Kamine Véronique et M. Masengo Kindelaja, qui sont désormais nommés maire des villes de Kolosi et maire des villes adjoints. C'était au cours de la cérémonie de remise-reprise présidée par l'inspecteur du cabinet des commissaires spéciaux du Lualaba. Véronique a son plan. Et nous sommes en train de projeter à ce que cette ville de Kolosi puisse être aussi au rendez-vous de la révolution de la modernité, comme le prône notre président de la République. Qui est Véronique Opite? Véronique Opite est née le 16 juillet à Lubumbashi. Elle est mère de 2 enfants. Elle est responsable, je suis responsable de plusieurs autres enfants sous tutelle. J'ai fait des études au lycée Twendele. Après cela, je suis allée à l'ISES où j'ai fait la sociologie. Après cela, je suis allée à l'Institut Maria Malkia, l'Institut facultaire Maria Malkia de Lubumbashi, où j'ai fait la licence en éducation à la paix dans la médiation des conflits. Et à part cela, je suis encore détentrice d'autres formations. Et sur le plan politique, j'ai commencé à la CPT dans le cabinet de la présidente du Parlement. Après cela, ce Parlement de transition qui était à Lubumbashi est allé à Kinshasa. J'ai continué à Kinshasa. Puis après, en 2008, je suis allé à Dilolo comme administrateur assistant chargé de l'économie, finance et développement. De 2008 à 2013. Et de 2013 à 2014, je suis allé à Kipushi comme administrateur chargé de la politique et de l'administration du territoire de Kipushi. Et après Kipushi, je suis allé dans la nouvelle province du Haut-Lomami, à Kamina, où j'étais dans le corps des inspecteurs de la territoriale. Et de Kamina, il a plu aux grandes autorités de ce pays de m'élever au rang de maire de la ville de Kolosi. Cette foule immense était venue assister à cette cérémonie qui a eu lieu à la mairie de Kolosi. Et nous allons terminer ces bulletins avec la une de journaux. Commençons cette une de journaux avec Le Quotidien, L'Avenir, qui écrit à sa une « Erreur de calcul à l'opposition, ville morte refusée ». Le bourreau d'hier crache sur le sang qu'ils ont versé. Pour des raisons évidentes, la population devra vaquer librement à ses activités quotidiennes, pense l'avenir. C'est en dépit d'une soi-disant ville morte décrétée par une opposition mi-figue, mi-raisin, et dont la plupart de ses membres, cachant à l'étranger leur famille et exposant celle des autres, devraient d'ailleurs répondre de leurs actes pour avoir fait couler le sang le 16 février 1992. Alors qu'en ces moments, Joseph Kabila n'était même pas dans la mémoire populaire. On retient son souffle, majorité et opposition, à qui tout double, s'exclame le journal Le Palmarès. La situation sociale de la population qui vit au jour le jour, car n'ayant pas d'épargne, va être déterminante. De son côté, la majorité a mis en place une contre-stratégie visant à mettre KO le plan de l'opposition. Dès lors qui va sonner les glas, s'interroge Le Palmarès. Bien malin qui pourrait répondre à cette question. L'Observateur parle de l'élection de nouveau gouverneur à sa une. Il écrit « La CENI veut avancer ». Le confrère reproche, c'est depuis le mercredi 10 février, la RDC est en train
est entré dans un tournant plutôt décisif de son histoire électorale et pour cause, s'exclame le quotidien. C'est ce jour-là, en effet, que la CENI a, après des longs moments d'attente, rendu public le calendrier des élections de gouverneurs de nouvelles provinces issues du calendrier de découpage. Et la prospérité, elle aborde l'aspect financement des élections. La Cour se révèle à sa vitrine l'appel de Laurent Batoumona à la communauté internationale. Selon la prospérité, les députés Batoumona attendent une contribution financière significative et la communauté internationale au processus électoral RDC congolais à hauteur de 70% comme en 2006.